la construction des différents édifices ou habitations peut commencer. À Venise, elle est particulièrement codifiée, là encore pour s'adapter aux contraintes de l'environnement lagunaire. Pour soulager les pieux, il est absolument nécessaire que les bâtiments soient le plus légers possible. Forcément, chaque détail a son importance. Au lieu d'employer de la pierre d'Istrie pour les murs, une pierre lourde, les bâtisseurs adoptent la brique, un matériau à la fois solide, léger et résistant aux incendies, qu'ils recouvrent d'un enduit. Venise est moins une ville de pierre qu'une ville de briques. Une ville de briques, pourquoi? Parce que c'est un matériau qui est moins coûteux, que l'on peut produire sur place et qui a aussi l'avantage d'être un matériau plus léger. Or, dans les conditions justement techniques de la construction de Venise, le poids du matériau a une importance considérable. Toujours dans le souci d'économiser du poids, dès l'origine, les maisons vénitiennes ne sont pas très hautes. Elles dépassent rarement 3 étages. Enfin, les façades des palais, souvent décorées de fines colonnes, sont percées de larges fenêtres. Dans cette ville singulière, la contrainte du poids a donc inspiré aux architectes un style unique, élégant et tout en dentelle, le style typiquement vénitien. Cet ensemble de techniques est cependant insuffisant face à une autre contrainte. La vase de la lagune rend le sol mobile. Comment faire pour que les bâtiments encaissent ces mouvements de terrain sans s'effondrer? Les bâtisseurs de l'époque, encore une fois, apportent des réponses aussi brillantes que novatrices à ce problème majeur. Rendre les bâtiments mobiles eux aussi. Par exemple, ils préfèrent la chaux au ciment pour assembler les briques des murs. Son avantage, elle remplit la fonction de ce dernier tout en restant élastique. À l'intérieur de l'habitation elle-même, les cloisons et les planchers doivent eux aussi résister à ces contraintes. Les ingénieurs vénitiens ont alors une idée géniale. Construire des cloisons capables de s'adapter aux mouvements de terrain. Une des structures les plus importantes, qui est peut-être l'invention vénitienne par excellence, ce sont les scorzoni. Ce sont des structures séparatrices, des cloisons faites de planches de bois. Ces planches sont d'abord placées à la verticale. Elles servent à fixer le plancher. Puis, de part et d'autre de ces planches verticales, il y a des planches croisées, attachées et clouées ensemble. On recouvre ensuite le tout de plâtre. Cette structure qui traverse toute la maison est presque une structure en treillis. Cette technique rend les cloisons élastiques et empêche la maison de s'effondrer. Seuls les plâtres recouvrant ces parois doivent être refaits de temps à autre. Dans ce domaine, les Vénitiens font office de précurseurs. Les structures en treillis ne devenant monnaie courante qu'à l'époque industrielle, soit plus de 500 ans après. Enfin, pour éviter que le bâtiment ne s'éventre et renforcer encore l'enveloppe de la bâtisse, les planchers sont fixés au mur porteur grâce à de longues tiges métalliques pouvant se déformer à l'infini. Le danger pour un bâtiment, c'est que son poids le déporte en dehors de son emplacement d'origine et provoque son effondrement. En particulier pour les édifices dont la façade est fortement décorée, avec par exemple des statues, ce qui entraîne évidemment le bâtiment vers l'extérieur.
Par conséquent, pour minimiser ce déséquilibre important, on a utilisé une série de tirants en fer pour accrocher les murs porteurs au sol des différents étages, et ce jusqu'au grenier. On peut les voir depuis l'extérieur sur certaines parties où il n'y a plus de plâtre. On voit des blocs de pierre blanche. C'est là que se fixe la barre de fer qui traverse tout le plancher. Enfin, pour revêtir les sols, il fallait logiquement un revêtement capable de bouger avec la bâtisse. Les Vénitiens mettent donc au point un matériau très particulier, le terrazzo, mélange de terre cuite et de chaux auquel on incorpore des débris de miroirs, de nacre ou de verre. Le terrazzo est peut-être encore une invention typiquement vénitienne. Et c'est sans doute l'élément le plus intéressant de la maison, dans le sens où ce revêtement absorbe les mouvements de terrain. Il se crée alors de micro-fissures, mais elles restent très discrètes. Flexible, élastique et adaptable, le bâtiment vénitien est comme un organisme vivant qui se déforme au gré des mouvements de son sol. Aujourd'hui, on peut en voir les conséquences sur les édifices. Certains balcons sont déformés. Parfois, des fissures apparaissent sur les façades des bâtiments. Et pourtant, aucun palais ne s'est jamais effondré à Venise. Encore de nos jours, on peut les admirer dans toute la ville. Et malgré la reprise des mêmes codes architecturaux, le résultat d'ensemble n'est jamais répétitif. Hauteur, couleur, style variés créent des atmosphères toujours différentes. Il suffit d'observer les façades des palais le long du Grand Canal, qui d'ailleurs épousent sa forme. Ces règles instituées et ces solutions techniques remarquables mises au point, la ville est prête à s'étendre. Mais il y a un autre domaine dans lequel Venise excelle plus que n'importe quelle autre ville et qui va lui permettre d'asseoir sa puissance. La construction navale. Dès le début de son histoire, Venise peut se vanter d'avoir d'excellents charpentiers, une nécessité dans cette ville où l'on se déplace surtout en bateau. Forte de cet atout, la Sérénissime part à la conquête de la mer et s'équipe d'une flotte extrêmement développée.